Chers amis, bonjour, bienvenue, j'espère que vous m'entendez, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Je suis très heureux de vous proposer une synthèse de philosophie morale. Alors, c'est carrément audacieux de se dire que en 1 heure et demie, on va proposer une synthèse de philosophie morale. Mais on va y arriver, on va le faire et ça va très bien se passer. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et voilà. Et j'essaierai d'y répondre. Le but, c'est de proposer une synthèse de philosophie réaliste. Alors, synthèse de philosophie réaliste, ça implique que je ne vais pas essayer de problématiser. Nous ne sommes pas face à un cours de terminale, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire que, on va voir chez tel auteur ce qui a été pensé, chez tel auteur ce qui a été pensé, chez tel auteur ce qui a été pensé. Non, moi je m'inscris dans le cadre d'une philosophie réaliste, c'est-à-dire que je pense que le réel nous précède, et puisqu'il nous précède, on va essayer de s'y adapter. La philosophie morale, ça a très mauvaise presse aujourd'hui. Dès que vous commencez à parler de morale, de moralité, on a le spectre un peu de Nietzsche, la moraline, vous savez, les gens qui vous font la morale. En fait, ce n'est pas ça la morale. Il faut bien comprendre une chose, la morale, à aucun moment, elle a un caractère normatif au sens de loi, sauf si on le comprend bien, mais c'est rarement le cas. La morale, la philosophie morale, elle s'ancre dans deux traditions. La première, c'est une tradition gréco-latine, et la deuxième, c'est une tradition plutôt de philosophie allemande. Et ça, malheureusement, la philosophie allemande, je vais l'évacuer très vite. C'est-à-dire que je m'inscris totalement en faux de la compréhension kantienne, etc., de la morale, c'est-à-dire la morale du devoir. Pour moi, c'est une erreur, en fait. Dès lors, on n'a pas bien compris, en fait, ce que c'était que la question morale. Alors, comment on va le prendre ? On va le prendre plutôt du côté des gréco-latins. Alors, il faut savoir que morale, ça vient d'un mot. Soit en grec ça se dit ethos, ça a donné éthique après, ou morale, c'est le mors, moris, et ça veut dire exactement la même chose, ça veut dire les mœurs, ça veut dire le comportement. Et donc la philosophie morale, c'est une philosophie du comportement humain. Et alors, quand on le dit comme ça, ça pourrait être mal compris. Petite remarque, oui Alex, le live sera en replay, peut-être pas tout de suite, il y aura peut-être un jour de décalage, le temps que je fasse un remontage de ce live. Mais oui, il sera disponible en ligne. Donc, le comportement, vous voyez, il y a une erreur, on pourrait penser que la philosophie morale, ça s'approcherait de la psychologie. Puisque la psychologie, elle est souvent très liée au comportement humain et elle va analyser le comportement humain. Or, la philosophie morale, elle n'analyse pas le comportement humain lambda, comme il est, mais elle analyse le comportement humain en tant qu'il est spécifiquement humain et en tant que ce comportement humain, cet agir humain, va accomplir ou non l'homme. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça nous aide pas trop à comprendre ce dont il va être question, mais il va falloir simplement s'interroger sur la question de la spécificité humaine. Pour le dire très rapidement, la spécificité humaine, dans le cadre de la philosophie réaliste, c'est que l'être humain est un être vivant, il est un être vivant sensible, et il est un être vivant sensible, rationnel. Et une fois qu'on a en fait ces trois caractéristiques, vivant, sensible, rationnel, on comprend que son comportement va avoir quelque chose de spécifique. Parce que s'il n'était juste qu'un être vivant, vous voyez, on est dans la nature, il aurait simplement le comportement d'une plante. S'il était qu'un être vivant sensible, il se rapprocherait de la plupart des animaux. Or, l'être humain, il est un être vivant, sensible et rationnel. À partir du moment où on a dit ça, ça veut dire que sa rationalité va devoir teinter l'ensemble de ses dimensions. Et donc son comportement va être teinté de sa rationalité. Alors,
maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui était une affaire de termes, hein, on a défini simplement, on a fait une étymologie des termes de la philosophie morale. J'ai pas forcément parlé, mais on va en parler du terme de philosophie morale. Hein, c'est-à-dire que philosophie, philia tes sophos, donc c'est-à-dire que c'est l'amour de la sagesse en regard des mœurs, en regard du comportement. C'est-à-dire que le but de la philosophie morale, c'est acquérir une sagesse, regardant son comportement et son agir. Hein, donc vous allez voir, en fait, ça va impliquer beaucoup de distinctions entre toutes les autres sciences. Une fois qu'on a fait ce petit travail de définition, eh bien, il va falloir essayer de savoir quelle méthode on doit suivre en philosophie morale. La philosophie morale, elle a une méthode qui est très spécifique. Pourquoi ? Les autres sciences philosophiques, les autres sciences de manière générale, qu'est-ce qu'elles font ? Elles essayent de connaître les choses à partir des effets. C'est-à-dire qu'on va essayer de connaître les causes à partir des effets. Vous par exemple, vous regardez l'ensemble du monde qui vous entoure, vous voyez que toutes les choses se meuvent, toutes les choses bougent, eh bien vous allez dire très bien, comment je fais pour comprendre le pourquoi de ce mouvement. C'est-à-dire à quelle cause je vais devoir remonter pour comprendre le mouvement. Pareil, vous contemplez l'homme, vous dites très bien, l'homme il a une certaine vie, ça c'est l'anthropologie par exemple, l'homme il a une certaine vie, eh bien vous allez vous dire, eh bien qu'est-ce qui fait que l'homme a telle ou telle vie? Et donc, vous allez interroger le principe de sa vie, le principe de son animation, et tout ça, et ainsi de suite. En philosophie morale, vous êtes dans l'ordre d'une philosophie dite pratique. Vous n'êtes pas dans l'ordre d'une philosophie qui cherche la connaissance des causes par les effets, vous êtes en face d'une philosophie qui cherche à connaître le comportement humain qui serait le plus à même d'accomplir l'homme. Et une fois que vous avez ça, en fait, ça implique une méthodologie qui est complètement différente, c'est-à-dire que là où la philosophie de l'homme, ou la philosophie de la nature, ou la métaphysique regarde les effets pour aller à la cause, eh bien, la philosophie morale, elle regarde la fin, l'objectif visé, l'accomplissement de l'homme, par exemple, par son comportement, et elle va en faire découler de cette fin-là des moyens. Vous voyez, des moyens pour atteindre cette fin-là. La philosophie morale, en fait, réaliste, hein, eh bien, elle va regarder le bonheur, regarder la question du bonheur, elle va essayer de savoir ce que c'est que le bonheur. Et une fois qu'elle saura ce que c'est que le bonheur, elle va essayer de faire découler les différents moyens pour pouvoir l'obtenir, ce bonheur-là. Hein ? Donc ce n'est pas une morale qui part de principes pour aller à des conclusions, ou qui part, disons-le plus clairement, qui part des effets pour aller aux causes, mais elle part de la fin pour aller aux moyens. Et ça, c'est une spécificité de la morale. Ça s'inscrit totalement à contre-courant de la philosophie morale dite kantienne, puisque Kant, en fait, lui, fait partir la morale de principes que l'on voit en soi, c'est-à-dire que c'est l'impératif catégorique, hein, il suffit de faire un retour de son intelligence sur soi-même, et selon Kant, il y aurait une loi morale qui s'imposerait, c'est-à-dire une conduite d'action qui s'imposerait à l'intérieur de moi et à mon intelligence. La thèse de la philosophie réaliste, elle est diamétralement opposée, c'est-à-dire qu'on dit non, il n'y a pas d'évidence en soi du comportement moral. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder la finalité que l'on vise pour en faire découler des moyens. Et à ce moment-là, on comprend que la notion de bien et de mal va changer de définition. Certaines personnes vont définir ce qui est bien, ce qui est mal, en fonction de ce qui est permis et ce qui est défendu. Ou certaines personnes vont définir ce qui est bien et ce qui est mal en fonction de ce qui me plaît et de ce qui ne me plaît pas. Pour le philosophe réaliste en morale, ce qui est bien et ce qui est mal, c'est ce qui est le meilleur moyen pour arriver à la véritable fin de la chose que l'on envisage. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, en philosophie morale réaliste, elle va se dire « je vise telle finalité », eh bien la question du bien et du mal, elle interviendra à deux endroits. Premièrement, est-ce que cette finalité est celle qui m'accomplit réellement, relativement à ce que je suis ?
Et la deuxième chose, ce sera, est-ce que les moyens sont réellement bons pour atteindre cette fin-là? Et vous voyez, tout ce qu'on va, dès lors qu'on va parler d'actes intrinsèquement mauvais, de choses mauvaises, que les personnes vont faire des choses mauvaises, eh bien ça veut dire que soit la finalité qu'ils visaient n'est pas celle qui va les accomplir, et donc dans ces cas-là, cette finalité est mauvaise, soit les moyens que l'on vise, que l'on utilise pour arriver à cette fin-là, ils sont mauvais. Vous voyez, quand on dit tuer quelqu'un, ça peut être intrinsèquement mauvais dans la mesure où, si on poursuit cette finalité-là, eh bien, il y a quelque chose en nous qui se trouve atteint. Vous voyez, je me mets à tuer quelqu'un, eh bien, malheureusement, ça va affecter ce que je vis. Hein, ça va affecter même ma nature, en fait, ma nature profonde. Donc, vous voyez, la méthodologie, c'est on part de la fin pour arriver au moyen. C'est génial, on a des oiseaux qui chantent, ils sont très heureux de ce que je suis en train de leur raconter. Ils sont pas du tout concernés par les questions, au moins, c'est ça qui est bien. Donc voilà, philosophie morale, on envisage la fin et on fait découler les moyens. Donc il y a deux parties en fait dans la philosophie morale. La première partie, là j'ai une petite araignée qui est sur le micro, c'est formidable, bonjour toi, allez. La première partie, c'est d'envisager la fin. On va essayer de regarder, voilà, quel est l'endroit où l'homme va devoir aller pour se réaliser. Donc on va envisager la finalité. Deuxième partie, on va envisager les moyens pour arriver à cette finalité-là. Voilà, donc ça, c'est la méthodologie. Alors, première partie, on va envisager la finalité. Quelle serait la finalité pour les êtres humains? Merci Aristote, mon petit oiseau a pris sa volée. J'espère qu'on ne parle pas de la volée en termes de coup de bâton, ce serait terrible pour les petits oiseaux. Une remarque, avant d'entamer la première partie donc sur la finalité et la deuxième partie sur les moyens. Une remarque qui n'est pas tout à fait de l'ordre méthodologique, mais qui est de l'ordre d'une vigilance. La philosophie morale, pour Aristote et même pour tous les philosophes réalistes, c'est conjugué à la question de l'éducation. L'éducation ne vise pas autre chose que l'obtention de la fin pour l'homme et l'obtention des moyens pour l'homme. C'est uniquement ça. Donc l'éducation, vous voyez, et c'est pour ça d'ailleurs que Aristote dans l'Éthique à Nicomaque dit faut faire attention parce que il est difficile pour des jeunes de faire de la philosophie morale, parce que souvent, ils sont pétris de leur passion et donc ils ont du mal à prendre du recul en fait par rapport à leur vie et leur action et leur agir quand ils sont trop jeunes. Et c'est difficile de faire de la philosophie morale à des personnes âgées parce que c'est des personnes qui sont souvent aigries par la vie et c'est des personnes qui ont un peu laissé tomber la question du bonheur. Voilà, Aristote fait cette pseudo-sociologie qui est un peu à deux balles, mais pour dire qu'on est vraiment dans le cœur de l'éducation personnelle. Alors je vous souhaite d'avoir toujours cet état d'esprit à mi-chemin entre la jeunesse de l'esprit et puis la maturité et la sagesse de l'âge. Voilà, on commence sur la question de la finalité. Aristote piège le lecteur de son ouvrage best-seller, qui n'est pas du tout un best-seller, mais un ouvrage très très connu qui s'appelle L'Éthique à Nicomaque, une éthique qui était dédiée à Nicomaque. Et en fait, ça, il dit une chose dès le début. Il dit tout homme, toute action, tout art, toute chose que l'homme entreprend vise un certain bien. Toute action que l'homme entreprend vise un certain bien. C'est-à-dire que personne n'agit en vue de son mal. Personne n'agit consciemment, de manière totalement neutre. Dès lors qu'il y a une action humaine, il y a nécessairement une notion de bien. Une notion de bien, et alors, à nouveau, on comprend la question du bien, c'est-à-dire que quand l'homme agit, il le fait nécessairement pour pouvoir se réaliser lui-même. Alors, ça peut être de l'agir le plus trivial, c'est-à-dire que dès lors que l'homme cherche à manger, par exemple, simplement manger, il le fait en vue d'un certain bien.
Mais même l'homme qui va essayer de faire quelque chose qui pourrait passer pour mauvais, le fait sous la raison du bien. C'est-à-dire que par exemple, fumer, tout le monde sait que fumer n'est pas forcément bon pour la santé, la personne qui se met à fumer, elle le fait sous la raison de bien. C'est-à-dire que quand elle choisit de fumer, eh bien, il y a une espèce de discernement entre à la fois sa raison qui lui dit que c'est pas une bonne chose et sa sensibilité qui a envie d'essayer ou qui a envie de continuer à fumer et tout ça. Et à un moment, bien l'homme, par sa volonté, choisit de suivre plutôt sa sensibilité, selon le fait que sa sensibilité lui apparaît comme un plus grand bien. Et donc, vous voyez, Aristote piège un peu le lecteur parce que, enfin piège, c'est pas un piège, mais oblige le lecteur à vraiment considérer son action, vraiment considérer son agir, et de fait, il est très difficile de trouver un contre-exemple sur le fait que on agit toujours en vue d'un certain bien. Quand on va remonter, en fait, on le fera toujours sub ratione boni, comme disaient les latins, c'est-à-dire sous la raison d'un certain bien. Alors, il va falloir essayer de se demander quel est le meilleur bien pour l'homme. Quelle est la meilleure finalité pour l'homme? Et là, il y en a plusieurs qui apparaissent. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est bien un petit peu de le faire en synthèse. En réalité, l'homme peut être conduit par plusieurs réalités, plusieurs choses qui lui apparaissent comme des biens et qui vont finaliser sa vie. Quand on dit finaliser sa vie, ça veut dire que la personne va prendre l'ensemble de ses moyens pour arriver à cette fin-là. La première finalité, qui est la plus évidente, c'est la question du plaisir. La plupart du temps, les êtres humains cherchent à se faire plaisir. Et ils envisagent comme leur bien le fait de se faire plaisir. Le plaisir en tant que tel, lorsqu'on envisage de manière anthropologique ce que c'est, le plaisir, c'est un effet du bien. Vous voyez, c'est quelque chose qui succède à l'acquisition d'un certain bien. Je tape mon micro, je ne sais pas pourquoi j'ai tapé mon micro, il m'a rien fait. C'est quelque chose qui succède à un certain bien. Exemple, la nourriture, vous mangez, eh bien le fait de manger procure du plaisir. Quand bien même, ce n'est pas le plaisir qui est le fait de manger. Vous voyez, il y a deux choses qui sont distinctes. Pareil, lorsque vous avez une relation sexuelle, vous avez un grand plaisir, eh bien c'est d'abord la relation sexuelle qui cause le plaisir, et ce n'est pas le plaisir qui est, à proprement parler, la relation sexuelle. Et ça vaut pour tous les actes qui entraînent un certain plaisir. L'être humain peut chercher d'abord le plaisir avant les choses qui vont lui faire procurer du plaisir. Et ça, vous voyez, c'est on va dire, assez courant dans notre société, c'est le fait de choisir certaines choses, non pas parce que ces choses-là sont bonnes, mais parce qu'elles seront plaisantes. Et ça, eh bien, c'est le cas, par exemple, de toutes les personnes qui cherchent à développer ce qu'on appelle les paradis artificiels, le fait de chercher le plaisir pour le plaisir. Ça peut être le cas des drogues, ça peut être le cas vous voyez, des jeux vidéo. Vous voyez l'intérêt dans le jeu vidéo. Alors, il y a des intérêts très très ludiques et de divertissement et tout ça, et c'est super. Il y a une gratuité dans le jeu vidéo qui est superbe. Mais il y a certaines personnes qui par vice un petit peu, vont vivre au travers du jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo va leur apporter un plaisir que la vie ne pourrait pas leur apporter. Et donc ils vont préférer le plaisir de ce jeu vidéo plutôt que la vie réelle. C'est possible. Donc le plaisir, c'est quelque chose, en fait, de manière très très évolutive. Le plaisir, c'était une manière que notre sensibilité a eue de nous signaler que quelque chose de bon était atteint. C'est-à-dire quelque chose qui nous faisait déplaisir, eh bien, il valait mieux le fuir. Vous voyez, c'est-à-dire la douleur, on évite. Pourquoi? Parce que la douleur, c'est signe d'un mal qui nous arrive. Donc, on va éviter de l'avoir. Eh bien, à contrario, le plaisir, c'est plutôt signe d'un bien qui nous arrive. Eh bien, on en profite. Vous voyez, le fait d'être au soleil, par exemple, et d'éprouver un certain plaisir, on sait que c'est lié à la production de la vitamine D qui est nécessaire à notre vie intérieure. Vous voyez, c'est lié à plein de choses. Le fait d'éprouver du plaisir pour faire du sport, si, je vous assure, il y a des personnes qui éprouvent du plaisir quand elles font du sport, eh bien, c'est le fait de, justement, mettre en activité son organisme, et donc c'est un certain plaisir. Vous voyez, donc le plaisir, c'est vraiment le signe d'un bien atteint. Et on peut en faire la finalité. Le problème, c'est que le plaisir, il est éphémère. Comme il est éphémère, et
il y a un principe d'accoutumance au plaisir, c'est-à-dire que plus le plaisir est présent, eh bien moins il nous fait d'effet. C'est-à-dire que la première fois que vous mangez du chocolat, waouh, il y a une découverte, c'est absolument dingue, c'est absolument incroyable. Au bout d'un moment, le chocolat, si vous faites que manger du chocolat, à la fin, le chocolat n'a plus beaucoup d'intérêt. Pareil, je sais pas, votre première expérience de découverte de quelque chose, ça vous fait énormément plaisir, petit à petit, ça vous fait de moins en moins plaisir, et donc, il faut augmenter les doses. Et c'est ça le problème, et c'est ça qui fait que Aristote se méfie par rapport aux personnes qui vont dire que c'est le plaisir qui est la finalité de la vie. Vous voyez, c'est toutes les philosophies dites hédonistes. C'est-à-dire le fait de se faire le plus de plaisir et le fait de faire le moins de déplaisir aux autres. Aristote va dire, oui, mais à la fin, la personne se retrouve complètement esclave de son désir de plaisir, et en plus, malheureusement, il y a un phénomène d'accoutumance. Donc, petit à petit, la personne va se retrouver à être incapable de se diriger autrement que de manière compulsive pour son plaisir. Donc, le plaisir, il est sûr que la finalité que doit viser l'homme, elle doit être plaisante. Il doit y avoir du plaisir quelque part, c'est sûr. Parce que ça fait partie de son être, et que le plaisir étant le signe d'un bien atteint, eh bien, c'est obligatoire que ce soit présent. Mais le plaisir en tant que tel n'est pas la finalité. Alors je vois qu'il y a des questions. La philosophie morale se distingue de la psychologie parce qu'elle analyse l'homme dans son comportement qu'il adopte conformément à la fin qu'il se destine. Oui, c'est exactement ça. Il y a souvent en fait des liens entre la psychologie et la philosophie morale, parce qu'on va le voir, le fait que l'homme choisisse une mauvaise finalité va le désintégrer, et peut le désintégrer psychologiquement. Et donc la personne peut se retrouver malade psychologique parce qu'elle a fait les mauvais choix dans sa vie. Alors ensuite, un individu peut entreprendre une action sans raison. Folie par exemple, sans chercher un bien ou non. Alors, le cas de la folie, c'est pas simple parce que la folie, ça ne désigne tout et rien. Dans le cadre dit pathologique, pathologie psychiatrique, etc., la personne continuera à chercher à faire un bien qui lui apparaît. La seule chose qui va poser problème, c'est que souvent, dans le cadre d'une pathologie, eh bien, la personne n'a plus une claire vision de ce qu'est réellement le bien pour elle. Et donc elle va choisir les mauvaises choses, et ça peut sembler complètement incohérent. Vous voyez une personne qui est atteinte d'un délire psychotique, où il y a une voix qui lui dit qu'il faut qu'il saute sur les rails de métro, et bien là, vous voyez, en le faisant, il a l'impression de faire un bien, de se faire du bien, il se plante complètement. Mais c'est sur l'appréhension du bien qu'il se trouve affecté. Le plaisir est-il autre chose qu'un réconfort? Peut-il faire progresser l'être comme le savoir le fait? Oui, bien sûr que le plaisir est quelque chose qui est autre qu'un réconfort. Par ailleurs, c'est vrai que c'est un remède contre la tristesse, le plaisir, et donc c'est super. Mais le plaisir en tant que tel est signe d'un bien. Et ce qui vous fait plaisir n'est pas forcément ce qui fait plaisir à d'autres personnes. Et donc, résultat, ça vous renseigne beaucoup sur vous-même. Et c'est quelque chose de formidable. Enfin, je veux dire, c'est une très belle connaissance, et ça nous fait apprécier les choses. Par ailleurs, on peut découvrir certains plaisirs. Et donc le plaisir, il ne faut pas jeter du tout d'anathème sur le plaisir, il ne faut pas du tout mettre de culpabilité et de culpabilisation sur le plaisir. Le plaisir en lui-même, c'est une bonne chose, il y a rien à dire. En revanche, ça ne peut pas être la finalité complète de la vie de l'homme. Donc il faut passer à une autre hypothèse de finalité. Quelle va être la finalité? Aristote dit que certaines personnes ne vont pas forcément rechercher le plaisir seulement, mais ils vont rechercher la gloire. Alors la gloire, c'est on va dire notre illusion actuelle, liée aux réseaux sociaux, liée à plein de choses, liée à la notoriété créée et artificielle. Et bien ça, il faut en avoir conscience, c'est que la gloire en tant que telle est illusoire. Pourquoi? Parce que la gloire dépend de la reconnaissance que les autres vont avoir d'une de nos actions. Donc pour le coup, il faut que cette action elle soit visible, il faut que cette action elle soit culturellement compréhensible. Et il faut que cette action, elle soit, elle ait une résonance suffisamment importante pour être connue des personnes qui font la gloire. Aristote se méfie énormément de la gloire. Pourquoi? Parce que
La gloire, c'est le fait que d'autres personnes vont reconnaître que vous faites quelque chose qui est une bonne chose. En tant que tel, non. C'est-à-dire que en tant que tel, Aristote se trompe un petit peu parce que la gloire n'est pas nécessairement due à un jugement extérieur qui va être posé sur le moment de l'action, en fait, mais peut devenir quelque chose qui va être une résonance dans l'histoire et tout ça. Là où il a raison, c'est que c'est toujours lié à un avis qui est fait sur l'action que vous avez posée. Un avis extérieur à vous. Et donc, malheureusement, votre action, votre bonheur, votre manière de vous réaliser va dépendre du regard des autres. Et ça, vous voyez, c'est un piège considérable. Considérez que vous faites quelque chose de bien uniquement parce que d'autres personnes vont les reconnaître comme bien. Ça commence très tôt, hein. C'est-à-dire que quand on commence à agir pour la reconnaissance de ses parents, ou la reconnaissance de sa famille, ou la reconnaissance, etc., eh bien, malheureusement, on oublie le fait que cette action va vous réaliser vous, et va pas réaliser votre famille, vos parents, etc. C'est pour ça qu'il faut être très, très, très vigilant avec la question de la reconnaissance des autres. Et il ne faut pas le confondre avec le fait que l'homme est un animal politique. L'homme est un animal politique, c'est vrai, c'est un animal politique. Et donc il a besoin de vivre avec d'autres personnes. Et de pouvoir vivre en amitié, et on y reviendra plus tard, avec les uns et les autres. Mais il faut bien se le dire, la question de la reconnaissance n'est pas le fait d'être un animal politique. La reconnaissance, c'est le fait que l'appréciation du bien de l'autre vaut pour ma vie. Et ça, vous voyez, il faut s'en libérer. C'est quelque chose de très difficile en philosophie morale, puisqu'il faut accepter de faire des choses, ce que dit Aristote, dignes de gloire, sans pour autant qu'il y ait de la gloire. C'est-à-dire être capable de faire des choses qui sont dignes de gloire, qui sont peut-être héroïques, mais pourtant qui ne seront pas forcément vues. Pourquoi ? Parce que ces choses-là, nous les ferons dans le but de notre bonheur et pas dans les buts de la gloire. Parce que si on commence à chercher la gloire, eh bien on finit par en fait se compromettre. C'est-à-dire on va finir par être esclave du regard des autres, esclave de ce qui marche en fait, de ce qui est à la mode, et donc on ne va plus être capable de produire quelque chose qui nous correspond davantage, et plus capable de faire quelque chose qui nous correspond davantage. Voilà pour la gloire. Je regarde, il y a des questions. Tac. Non, c'est pas du tout des questions. Oui, Louis, vous avez raison. La reconnaissance est le besoin le plus fondamental de l'homme. Chez Simone Weil, c'est pas tout à fait la reconnaissance au sens que l'on entend, hein, c'est-à-dire la reconnaissance sociale. C'est vraiment une reconnaissance plus existentielle, c'est-à-dire être reconnu comme une personne humaine. Et ça, c'est différent. Vous voyez, c'est pas la reconnaissance de gloire à proprement parler. Peu de choses sont plus plaisants que la satisfaction tirée d'être validé par ses pairs. Eh bien oui, on a un besoin, mais c'est un besoin psychologique hein, d'être reconnu par ses pairs. Et pour autant, c'est pas là-dedans que se situe notre bonheur. Il faut être capable justement de se dégager de cela et de sortir de cet esclavage, parce que sinon on va être paralysé lorsqu'il sera question de faire le bien. Et ça, vous voyez, on ne le comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où il va falloir qu'on soit capable de faire le bien pour nous. Je vous donne un exemple parce que c'est très connu hein, aujourd'hui de plus en plus, notamment dans le monde de la psychologie. Les personnes qui sont en situation de burn-out, vous prenez, je sais que Paul Dupont aime bien cette comparaison, vous prenez par exemple des consultants, des jeunes qui sortent d'école de commerce, qu'on a mis dans une agence où finalement on les compresse complètement. Eh bien, on va essayer de faire en sorte qu'ils fonctionnent à la prime. Donc il va y avoir la question de l'argent, on y reviendra plus tard, mais la question de la reconnaissance. Eh bien, dans le monde du travail, ça va être très présent. Et vous avez des personnes qui vont finir en burn-out, qui vont finir en dépression, qui vont finir en surmenage parce qu'ils n'auront pas été capables de sortir de leurs besoins de reconnaissance, donc de la gloire, hein, au sens que Aristote l'entend, et en fait, ils seront obligés de faire ce qu'on attend d'eux.
Et ça, vous voyez, eh bien, à partir d'un certain moment, il y a une parole d'une sagesse qui est plutôt chrétienne, hein, qui dit à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier, sous-entendu à quoi sert à l'homme d'avoir une gloire complète s'il en vient à perdre sa vie. Ça sert à rien, c'est-à-dire c'est de la fumée la gloire, c'est-à-dire que vous ne l'emporterez pas dans la tombe, hein, comme tous vos plaisirs d'ailleurs. Hein. Donc voilà, donc la question de la gloire, à nouveau, il est évident que le bonheur peut-être aura un rayonnement, c'est possible, et c'est même fort probable, mais ce n'est pas ce rayonnement-là qui doit être visé. Et méfiez-vous, je vous invite à vous méfier, chers amis, de toute la gloire qui nous est vendue par les réseaux sociaux, par même les médias, par la télévision, par la radio, par le fait de devenir des stars. Méfiez-vous de cela, puisque la starification ne fait pas le bonheur. À aucun moment ça fera le bonheur. Et donc visez d'abord le bonheur, et s'il y a en plus une starification qui arrive, ça vous apportera plus d'emmerde qu'autre chose, mais bon, allez-y, faites-vous plaisir si c'est ça qui arrive, tant mieux. Donc, le plaisir, la gloire. Il en reste plusieurs qui sont un peu liés. Aristote va parler de l'argent. Certaines personnes vont conduire leur vie pour avoir le plus d'argent. Alors, c'est intéressant parce que je trouve, à mon sens, Aristote ne va pas assez loin en fait sur cette question-là de l'argent. Je pense parce qu'en fait il l'a traité dans d'autres livres de l'éthique à Nicomaque, et en fait c'est pas sur cette question-là qui est important. Mais il faut bien comprendre une chose. Pardon, Louis, vous venez de me faire rire, c'est pas sympa du tout. C'est pas sympa du tout. Voilà. Très à propos, mais ça vient de me faire rire. C'est quelqu'un qui fait une citation latine et qui sort que ça veut rien dire, mais qui trouve que dans le contexte, ça rend super bien. Ça fait rire. Bon, bref. C'était la petite pause, c'est super, on en profite. Alors, j'étais en train de parler de quoi? Oui, la question de l'argent. L'argent, c'est un moyen. C'est un moyen dans le but d'avoir des choses, d'avoir des moyens. C'est un moyen pour avoir des moyens. Donc vous comprenez que si vous commencez à dire que c'est la finalité, eh bien malheureusement on fait fausse route. On fait complètement fausse route. Mais alors pourquoi ça pourrait devenir la finalité? Pourquoi les personnes voudraient avoir énormément d'argent? Alors il y a plusieurs stades. La première chose, c'est que lorsque vous êtes dans la misère, Aristote va dire que oui, ça peut être très compliqué d'être heureux. Et donc il est nécessaire de gagner suffisamment sa vie pour pouvoir être un peu tranquillisé sur les besoins naturels que l'on veut avoir. Que l'on va avoir, pardon. Ça c'est le premier stade, vous voyez, du rapport à l'argent. C'est-à-dire que c'est le travail servile, c'est le travail un peu de l'esclave, c'est-à-dire gagner suffisamment pour pouvoir vivre. Bon, voilà, pour pouvoir survivre. Hein. C'est pas pour pouvoir vivre, c'est pour pouvoir survivre. Bon, le deuxième stade, c'est avoir suffisamment d'argent pour pouvoir ne plus avoir de travail d'esclave. C'est un peu paradoxal, mais il y a toute une tranche de la population, toute une tranche de personnes qui vont vouloir avoir suffisamment d'argent pour ne plus avoir de besoin, d'employer leur temps à satisfaire leurs besoins vitaux. Vous voyez, c'est-à-dire voilà, des personnes qui vont travailler pendant je sais pas combien d'années pour avoir un patrimoine suffisamment important dans le but de pouvoir après se concentrer sur une vie plus heureuse. Voilà. Et donc, vous voyez, ce rapport-là à l'argent, eh bien, il doit être empreint de sagesse, parce qu'on peut passer sa vie entière à la perdre dans le but d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre. Le principe de la retraite. Et pour moi, la retraite, c'est un énorme piège. C'est-à-dire qu'on fait croire à la personne qu'il faut qu'elle travaille pendant tant d'années, et au bout de ces tant d'années, eh bien, elle va pouvoir vivre réellement, faire ce qu'elle aime, faire ce qu'elle veut, être heureux. Eh bien ça, vous voyez, ça c'est une perspective, malheureusement, d'esclave. Et si en fait c'est de plus en plus ce qu'on est en train de nous vendre dans une économie capitaliste, il faut s'en méfier, il faut véritablement s'en méfier, puisque il va y avoir tout un tas de personnes qui vont avoir un travail
qui va être plutôt de l'ordre de la première considération qu'on a eue, c'est-à-dire un travail d'esclave pour survivre, pendant qu'une toute petite partie arrivera à mettre suffisamment de côté, et à la fin, en fait, ce que dit Sénèque, hein, je m'inquiète des gens qui commencent à vivre alors qu'ils commencent à mourir. C'est-à-dire que les personnes qui, à son époque, c'était les soldats qui revenaient de leur service militaire, eh bien finalement, c'était la cata. Enfin, c'est-à-dire qu'ils revenaient à je sais pas quel âge, s'ils revenaient, parce qu'ils avaient fait l'armée, et en fait, ils se retrouvaient oui, à ne plus être capables de faire ce pourquoi ils auraient aimé vivre. Voilà. Je vois François Proulx, oui, tout à fait. Le week-end et la fin de journée, c'est exactement pareil. Les vacances aussi. Tu travailles pendant je sais pas combien de temps, et puis après, tu te prends des vacances pour te reposer malheureusement de la dépense que tu as faite pendant tout le temps où tu as travaillé. Et puis, tu as une dernière frange du rapport à l'argent, hein. Dernière frange, et là, c'est les personnes qui ont vraiment énormément d'argent et qui en veulent encore plus. Et alors là, pour Aristote, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre du vicieux. C'est-à-dire que soit la personne désire de l'argent pour avoir plus de pouvoir sur les choses, et en fait, il y a une spirale, et on va en parler tout de suite, soit elle veut de l'argent pour avoir de l'argent, et donc là, c'est la cupidité. Le problème, c'est que l'argent est un moyen. Donc, si vous voulez le moyen comme une fin, c'est-à-dire si vous voulez le moyen comme une fin, eh bien malheureusement, c'est un cercle vicieux. Ça ne s'arrête jamais. Vous n'allez jamais cesser de vouloir l'argent, puisque l'argent sera toujours un moyen. Je vous donne un autre exemple. Il y a des personnes, c'est comme si on vous disait, voilà, pour aller à un endroit, il faut marcher. Et les personnes qui disent, moi je m'en fous de l'endroit où je veux juste marcher. Bah oui, ça peut être intéressant pour des personnes qui sont péripapéticiennes et donc qui ont envie de... Péripatéticien, c'est calmons-nous. Péripapéticiens, ce sont les disciples d'Aristote qui avaient la particularité de philosopher en marchant. Hein, donc péripatéticien, c'est autour du pâté de maison. Voilà, on se calme. Hein, ça n'a rien à voir avec les personnes qui gagnent leur vie de manière esclave, enfin comme des esclaves, en vendant leur corps sur la rue. Donc voilà, donc il y a des personnes qui aiment juste marcher pour marcher. Bon, bah ça peut pas vous occuper toute une vie. Il y a un moment où il va falloir aller vers quelque part, aller vers une destination. Et bien là c'est pareil. L'argent, c'est intéressant, c'est super, c'est génial. Bah oui, mais en fait l'argent, il faut à un moment que ça serve à quelque chose. L'argent, c'est pour quelque chose. Et sinon, voilà, sinon la personne va finir malheureuse. Donc, vous avez les plaisirs, la gloire, l'argent. Et là, vous avez l'ensemble, en gros, des vies que l'on peut viser habituellement dans notre vie. Alors, je vois qu'il y a des questions, pardon. L'argent contribue donc au bonheur. Oui, l'argent peut contribuer au bonheur, bien sûr. Bien sûr, et même, vous voyez, le but de chaque être humain, au bout d'un moment, c'est de ne plus être... C'est de soit faire un travail qui lui plaît, et donc ne plus avoir comme question la question de l'argent. C'est-à-dire que je veux pouvoir faire ce qui me plaît sans être obligé de me dire il faut à tout prix que je gagne de l'argent. Soit des personnes qui ont plus besoin de travailler du tout parce qu'elles ont suffisamment d'argent et donc dans ces cas-là elles se concentrent à d'autres activités. Il y a un exercice que j'aime bien, je vous en ai parlé un petit peu pendant certaines conférences et puis pendant certains cours, mais cet exercice de la baguette magique, il est lié en fait à la question de l'argent. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez avoir tout ce qu'il vous faut, un logement, de la nourriture, des vêtements, un compte en banque, des études pour les enfants, une femme, enfin tout ce qu'il vous faut, etc. Bon, très bien. À quoi est-ce que vous occuperiez vos journées ? Et en fait, à ce moment-là, une fois que vous êtes capable de répondre à cette question, à quoi je suis capable d'occuper ma journée, vous avez quelque chose déjà qui est un peu plus en l'air de ce qui est le bonheur, vous voyez. Parce que si vous êtes encore en train de vous dire il faudrait que je gagne un peu plus d'argent, vous n'avez pas compris, la baguette magique, elle vous donne tout, il n'y a aucun problème, vous n'avez plus besoin d'en avoir. Et bien là, qu'est-ce que vous feriez ? Donc, vous voyez l'ensemble de ces dimensions, la question du bonheur, va tout de suite les balayer. C'est-à-dire que la question du plaisir, évidemment, dans le bonheur, il doit y avoir du plaisir. La question de la gloire, il y en a pas, c'est pas très grave. Et la question de l'argent, eh bien, c'est remis à sa place vu que c'est un moyen. Donc, il va falloir maintenant essayer de définir ce que c'est que le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ?
Alors là, il faut aller assez rapidement. Enfin, je suis obligé d'aller assez rapidement puisque nous sommes dans une synthèse et mon but c'est pas que ça soit trop gros, mais pour envisager le bonheur, vous avez plusieurs manières. Vous avez soit les personnes qui sont absolument pas réalistes et donc qui prennent à partir de leur imagination ce que pourrait être le bonheur. Et donc elles créent quelque chose qui est le plus grand, le plus haut, le plus incroyable, le plus machin. Bref, elles prennent toutes les choses positives qui sont dans leur vie et elles les maximisent pour se dire, en fait, le bonheur, ça doit être la maximisation de l'ensemble des choses positives dans ma vie. Ou alors elles font intervenir une révélation religieuse. Vous prenez par exemple le concept de béatitude chez les chrétiens, le concept de nirvana, bien que ce soit pas forcément un bonheur très très singulier, mais le concept de nirvana en tout cas dans le bouddhisme, la sortie de la samsara dans l'hindouisme, enfin, vous prenez tout un tas de trucs comme ça, vous voyez, pour moi ça n'est pas du tout réaliste. Ça n'est pas réaliste parce que vous ne partez pas de ce qui existe pour envisager ce qui pourrait être, mais vous partez uniquement de ce que vous aimeriez qu'il soit et vous vous dites que ça doit exister. Et la plupart du temps, les personnes qui ont cette manière-là d'appréhender le bonheur, ils vous disent que le bonheur c'est un idéal. Et alors ça me fait vriller. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils vous disent, le bonheur c'est un idéal. On tend tous vers le bonheur. Vous voyez, vous avez dû entendre ça. On tend tous vers le bonheur. Oui, et c'est quoi le bonheur? C'est un truc qu'on n'atteindra jamais ici-bas. Non mais ferme-la. Il y a un moment, faut se taire. C'est-à-dire que si tu me vends une finalité qui n'est pas accessible pour moi, en fait, ne me la vends pas. Parce qu'elle n'est pas réaliste. Elle est idéologique. Tu me vends en fait un manuel, un autre manuel. Quelque chose qui n'existe pas. Donc il faut le prendre à partir de quelque chose d'autre. Il faut le prendre à partir de ce qui existe. Et à partir de quoi? Il faut le prendre à partir des aspirations, des désirs, des besoins naturels que je trouve en moi. Et ça, vous allez voir que en fait, c'est assez simple quand on envisage l'être humain. L'être humain, il est c'est un être matériel, il est vivant, il est sensible et il est rationnel. Donc on pourrait trouver son bonheur dans les aspirations de sa vie vivante, du fait qu'il est vivant, de sa vie sensitive ou de sa vie intellective. Alors, si on se dit que le bonheur humain, il est que dans, je vais dire, la vie la plus basique, celle qu'on partage avec les plantes et les animaux, c'est-à-dire des activités qui sont, voilà, la croissance, la reproduction, la nutrition. Bon, si vous vous dites cela, vous allez avoir un bonheur un peu naze. Véritablement un peu naze. Pourquoi? Parce qu'il y aura toute votre vie sensible qui ne sera pas forcément honorée. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous bouffez n'importe quoi que vous bouffez forcément des choses bonnes. C'est pas parce que vous reproduisez en permanence que vous êtes accompli dans vos relations. Ce n'est pas parce que vous visez une croissance exponentielle, c'est-à-dire vous essayez de vous agrandir les membres, etc., que finalement il y a une bonne chose et il y a un plaisir qui se passe. Non. Évidemment, il y a un oiseau qui est là. Voilà, l'oiseau n'est pas d'accord et je le comprends tout à fait. Puisque vous avez aussi une vie sensible. Et comme vous avez une vie sensible, eh bien, il est nécessaire que le bonheur honore aussi la question de la vie sensible. Bon, quand on regarde votre aspiration au niveau sensible, vous avez la sensation au sens des 5 sens, la vue, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat. Ces 5 sens-là ne font pas votre bonheur. Vous avez des belles choses que vous pouvez voir, vous avez des belles choses que vous pouvez entendre, vous pouvez goûter de bonnes choses. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas ça qui fait votre bonheur. Vous pouvez ensuite regarder du côté de votre imagination, de votre mémoire, de votre cogitative, de votre instinct, pardon, de votre sens commun, c'est-à-dire la capacité à rassembler l'ensemble de vos impressions sensibles. Vous pouvez regarder du côté de votre vie intérieure pour chercher le bonheur, mais malheureusement, ce n'est pas parce que vous imaginez beaucoup de choses que vous êtes heureux, ce n'est pas parce que vous êtes très créatif que vous êtes heureux, ce n'est pas parce que vous vous souvenez d'énormément de choses que vous êtes heureux. Et donc il va falloir regarder du côté des activités spécifiquement humaines. Et c'est là le propre de la philosophie morale réaliste, c'est qu'elle regarde les
facultés spécifiquement humaines pour se dire quelle est l'activité spécifiquement humaine qui va réaliser les facultés spécifiquement humaines. En gros, quelles sont les activités, quels sont les états les plus humains qui vont me permettre de dire c'est ça le bonheur humain. Et ça, vous voyez, c'est la véritable question du bonheur. Alors, quand on est un philosophe réaliste, il faut faire un peu de logique. Ah, c'est la partie un petit peu aride. J'ai fait des petites vidéos sur la logique, ça s'appelle Comment devenir plus intelligent. Si vous avez envie, ça peut aider, mais c'est pour vous dire, on a un outil qui nous est donné par Aristote pour définir les choses. Pour pouvoir définir quelque chose, il faut que vous le mettiez, cette chose-là, il faut que vous la mettiez dans un grand bol, où il y a plein de choses qui lui sont semblables, et que petit à petit, vous la mettiez dans des bols qui sont de plus en plus étroits. Trouver les bols, il faut avoir du bol, pour trouver des bols, il faut qu'il y ait des choses suffisamment générales, suffisamment génériques, pour pouvoir convenir à plein de choses. Je vous donne un exemple. Si je dois définir ce qu'est un homme, eh bien je vois qu'il y a du semblable pour l'homme entre la plante, et entre l'animal, et entre l'homme. C'est-à-dire que c'est un être vivant. L'homme est un être vivant. Bon, bah ça c'est mon gros bol, être vivant. Sauf que dans les êtres vivants, vous avez le géranium, le lombric, l'éponge, le fennec et l'homme. Bon, eh ben on va distinguer au sein de ce bol, c'est un être vivant, mais parmi les êtres vivants, c'est un être sensible. Donc si c'est un être vivant sensible, on appelle ça un animal. Donc l'homme est un animal. Donc vous avez réduit votre bol. Sauf que parmi tous les animaux, il a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui le spécifie, et donc cette spécification, c'est quoi? C'est son intelligence et sa volonté. Or ça, comment on en parle? Eh bien, on dit que c'est un être raisonnable. Donc l'homme, c'est quoi? C'est un animal, et parmi tous les animaux, il a une spécificité, il est raisonnable. Eh bien, il faut faire la même chose avec le bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que ça peut être? Et là, Aristote nous donne, un superbe outil, parce qu'il nous dit, les grands bols, objectivement, vous en avez que 10 possibles. Substance, quantité, qualité, relation, temps, lieu, passion, action, position, avoir. Je la refais. Substance, quantité, qualité, relation, temps, lieu, passion, action, position, avoir. Ça fait SQQRTL papa. SQQRTL papa. SQQRTL papa, vous connaissez la musique. SQQRTL papa. Bon. Dès que vous avez le moindre truc à définir, vous vous dites très bien dans quel gros bol ça appartient. Alors soit ça appartient à ce qu'on appelle le genre des substances. Alors les substances c'est quoi? Les substances c'est ce à quoi il arrive des choses. C'est-à-dire que vous voyez ce téléphone portable, à chaque live, il y a un téléphone portable. Vous remarquerez, c'est mon exemple favori. Bon, ce téléphone portable, c'est une substance. C'est-à-dire que il est quelque chose à qui il arrive d'autres trucs. C'est-à-dire qu'il a une certaine couleur, il a un certain poids, il a un certain lieu, il passe dans un certain temps, il a une certaine position, une certaine possession, etc. Donc la substance, c'est ce à quoi il arrive quelque chose. Tout le reste, les 9 autres, c'est ce qui arrive à une chose. SQQRTL papa, pas du tout. Merci Louis, c'est très intéressant, mais non, ce n'est pas ça. Tout le reste, les 9 autres, c'est ce à quoi il arrive quelque chose. C'est ce qui arrive, à quelque chose. Donc vous avez la quantité, une certaine quantité, c'est la quantité d'une certaine substance. La qualité, c'est ce qui qualifie la substance. La relation, c'est ce qui est causé dans la substance en raison d'un autre. Le temps, bon, vous n'avez pas besoin que je vous fasse un topo. Le lieu, le topo serait beaucoup mieux, mais non, il n'y a pas de topo. Ensuite, la passion, c'est le fait de subir quelque chose. L'action, c'est le fait d'agir. La position, c'est l'ordre des parties de la matière au sein d'un lieu. Et l'avoir, la possession, c'est le fait qu'une substance est capable d'investir de sa propre substance une chose extérieure à elle. En fait, ça concerne que l'homme. Je vous donne un exemple, c'est quand, par exemple, vous dites à quelqu'un, écoute, je suis garé là-bas. Quand vous dites je suis garé là-bas,
c'est hyper intéressant parce que vous dites je suis garé là-bas. En fait, c'est votre voiture qui est garée là-bas, mais vous avez investi votre voiture de votre substance de telle sorte que vous l'identifiez à vous. Il y a les habits, il y a la maison, il y a plein de choses qui sont comme ça. Bon, le bonheur, c'est quoi? Eh ben, le bonheur, est-ce que c'est une substance? Non, c'est pas une substance. C'est quelque chose qui arrive à une substance, en l'occurrence à l'homme. Bon, est-ce que c'est une quantité? Est-ce que c'est un poids, c'est une mesure? Est-ce que c'est non? Le bonheur, ça n'est pas un poids, ça n'est pas une mesure, ça n'est pas une quantité. Pardon, je réponds juste aux questions. Kézarl, oui, bien sûr, c'était juste pour le moyen mémotechnique, hein, SQQRT le papa. Mais bien sûr, en fait, la passion, vous comprenez davantage la passion à partir de l'action. Hein, vous avez raison. Alors, on va y arriver, hein, le Renan. Donc, quantité, ça n'est pas une quantité. Est-ce que c'est une qualité? Dans les qualités, vous avez des dispositions acquises et des dispositions innées. On pourrait se demander si le bonheur n'est pas une disposition acquise. Et donc ce serait un état dans ces cas-là. Bon, on va garder cette possibilité. Le bonheur, ça se trouve, est une qualité, ça se trouve, est un état. La relation, est-ce que le bonheur est une relation? Non, en tant que tel, le bonheur n'est pas quelque chose qui est causé en moi en raison d'un autre. Ensuite, est-ce que le bonheur est un temps? Non. Est-ce que c'est un lieu? Non plus. Est-ce que c'est une passion? Ah, est-ce que c'est quelque chose que je subis? Possiblement. On va voir, on peut le mettre. Est-ce que le bonheur est une action? Possiblement aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire que finalement, c'est dans un certain agir qu'on arrive à trouver le bonheur. La position, non. Et l'avoir, pas non plus. Le bonheur n'est pas un avoir. Donc il nous en reste 3. Hein. Qualité, passion, action. Alors, on va commencer par la question plutôt de l'état. Puisque on définit, notamment en psychologie, le bonheur comme étant un état de pleine et entière satisfaction. Durable, pardon. Un état durable de pleine et entière satisfaction. Bon, il faut bien se rendre compte que le bonheur, en tant que tel, ne peut pas être un état. Puisque sinon, il ne serait pas quelque chose de spécifiquement humain. Vous comprenez, hein? On est en train d'essayer de définir ce qu'est la fin. Pour définir ce qu'est la fin, on regarde les aspirations à l'intérieur du sujet qui va agir ou qui va mener sa vie. Quand on regarde la question de l'état, eh bien, si le bonheur est un état, ça va satisfaire uniquement soit un état physique, soit un état émotionnel. Parce qu'il n'existe pas d'autres états, à proprement parler. Si le bonheur est un état, il est soit physique, soit émotionnel. Et ça, malheureusement, ça pose problème. Parce que ça veut dire que ce n'est pas un bonheur spécifiquement humain. Je m'explique. Si vous prenez que l'état physique, un état de tranquillité, un état digestif, un état, vous voyez là il est 14h50 et quelques, certaines personnes ont déjà déjeuné, ça peut être un peu difficile de suivre une synthèse comme ça, parce que oh là là, la digestion est difficile. C'est un état. Ça c'est un état. Ça peut être le sommeil, un état physique, un état physiologique. Si le bonheur c'est cela, en fait il n'est pas spécifiquement humain puisqu'il y a l'ensemble de la vie sensitive qui est évacuée et l'ensemble de la vie intellective qui est évacuée aussi. Alors il faut se demander, est-ce que le bonheur est un état émotionnel? C'est-à-dire de la joie, du plaisir, de la tranquillité. Pensez aux stoïciens par exemple, hein, l'absence de troubles, les épicuriens aussi, le maximum de plaisir, etc. Est-ce que le bonheur serait un état? Eh bien, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose qui ressemble en tout cas. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse être heureux s'il n'est pas dans un certain état de tranquillité, s'il n'est pas dans un certain état de plaisir, s'il n'est pas... Mais en tant que tel, ça n'honore à nouveau pas l'ensemble de la nature humaine. Il manque véritablement la dimension volontaire et la dimension intellectuelle.
Si le bonheur est un bonheur humain, alors, nécessairement, il intègre l'ensemble des facultés humaines, à savoir l'aspect physiologique, l'aspect sensitif et l'aspect intellectif. Il est nécessaire qu'il y ait l'ensemble de ces 3 dimensions dans le bonheur. Alors ce serait quoi? Est-ce qu'il existe des états volontaires? Des états de la volonté? Non. Ou plutôt si. L'état de l'indétermination. Bon, voilà. L'état de la détermination. Mais en tant que tel, ce n'est pas celui-là qui rend heureux, qui est le bonheur. Est-ce qu'il existe des états intellectuels? Oui. La connaissance ou l'ignorance. Ce sont des états de l'intelligence. Mais à proprement parler, ce ne sont pas des états. C'est-à-dire que ce sont plutôt des absences d'activité. Or, le bonheur ne réside pas dans une absence d'activité, mais réside, donc non pas dans une qualité, non pas dans une passion, mais dans une action, dans une activité. Nécessairement, le bonheur humain réside dans une activité, et une activité qui engage la physiologie, la sensibilité, l'intelligence et la volonté. Donc il va falloir trouver spécifiquement ce que c'est que cette activité. Qu'est-ce que c'est que cette activité qui honorerait l'ensemble des dimensions de ma personne? Attention, qui ne serait pas une submersion de l'ensemble de mes facultés, c'est-à-dire pas une jouissance totale et absolue, etc., mais qui, en tout cas, polariserait l'ensemble de mes facultés autour d'une chose. Alors, quand on regarde l'intelligence et la volonté, parce que ça nous pose problème, eh bien, il est nécessaire de se dire, bon, le bonheur, si c'est une activité qui honore l'entièreté de la volonté. Il est donc nécessaire que cette activité, elle soit volontaire et elle soit libre. Et donc, on arrive à une autre partie, savoir comment définir la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Le bonheur n'est pas un état, mais une action. Si le bonheur n'est pas un état, mais une action, pourquoi parler d'un état humain qui nous ferait accéder au bonheur? Alors, si j'ai dit un état humain qui nous ferait accéder au bonheur, c'est un abus de langage, et le but, c'est pédagogique, c'est-à-dire que là, petit à petit, on arrive à la définition. Pour l'instant, j'utilise le langage commun, mais en tant que tel, la langue française est un peu piégée, puisqu'on dit « je suis heureux ». Et donc c'est un état. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est plutôt je fais bonheur, vous voyez. Je fais sens, je fais bonheur, je fais communauté, je fais amour, je fais bonheur. Vous voyez, vous gardez ça. Bon, très bien. Visiblement, donc il n'y a pas d'autres questions sur la question du bonheur. Vu qu'on sait maintenant que c'est une activité de l'homme, que cette activité doit être en conformité à la nature de l'homme, eh bien, il faut essayer de savoir cette conformité, on l'envisage comment? Eh bien, on va l'envisager d'abord du point de vue de la volonté. Il faut que cette activité honore toute la volonté. La volonté, normalement, vous l'avez vu, vous avez vu ce que c'était. La volonté, c'est la capacité de l'homme à désirer le bien pris universellement, c'est-à-dire compris par l'intelligence, et la capacité de choisir de manière délibérée des moyens pour l'atteindre. La liberté, qu'est-ce que c'est? Alors là, est-ce que RTL papa? Est-ce que la liberté est une substance? Non, ce n'est pas une substance. Est-ce que c'est une quantité? Non, ce n'est pas une quantité. Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est une disposition innée ou une disposition acquise? Bon, oui, ça pourrait l'être. Donc on garde la qualité. Est-ce que c'est une relation? La liberté n'est pas une relation, à proprement parler. Elle peut intervenir dans des relations, mais elle n'est pas une relation. Est-ce que c'est un temps? Non. Est-ce que c'est un lieu? Non plus. Est-ce que c'est une passion? Non. Est-ce que c'est une action? La liberté n'est pas une action. Il existe des actions libres ou des actions non libres, mais la liberté en tant que telle n'est pas une action. C'est quelque chose qui permet une action. Bon. Il reste quoi? La position. Bon, la liberté n'est pas une position. L'avoir, non, la liberté n'est pas un avoir. Donc la liberté est nécessairement une qualité. Et dans les qualités, il y en a deux. Disposition innée et une disposition acquise.
Eh bien, la liberté, chers amis, c'est les deux. La liberté, c'est une disposition innée de la volonté à se déterminer. Disposition innée de la volonté à se déterminer. Dès lors que l'être humain investit sa volonté, par son intelligence, etc., eh bien, il est capable de se déterminer par lui-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle la liberté, la capacité à se déterminer par soi-même. Si la personne veut travailler en plus cette détermination, cette capacité à se déterminer, eh bien la liberté va prendre un autre sens. Elle va devenir une disposition acquise. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit capable de se déterminer par elle-même, certes, mais qu'en plus elle soit capable, c'est-à-dire qu'elle ait réellement cette capacité-là, à se déterminer à son vrai bien. Si elle n'en est pas capable, eh bien elle n'est pas libre. Vous voyez, il y a des personnes qui sont capables de se déterminer par eux-mêmes pour le mal. Quelqu'un qui se drogue, il se détermine par lui-même. Quand bien même il est complètement addict. Vous voyez, au moment où il est en train de prendre sa dose, c'est bien sa volonté qui se détermine. Et donc, à proprement parler, on pourrait dire, bah oui, bah il est libre, il est bien capable de mouvoir son corps, de mouvoir son affectivité, et puis voilà, il subit peut-être une pression intérieure, peut-être, mais c'est bien sa volonté qui décide. Et qui capitule par rapport aux passions, mais qui décide. Oui, mais la véritable liberté, c'est la disposition acquise, c'est-à-dire qu'il faut un véritable travail, il faut faire un travail sur soi pour sortir de nos esclavages. Vous voyez, c'était tout le sens des petites vidéos que je vous ai faites. Sortir de l'esclavage dans le sens où, eh bien, on va se déterminer, être capable de se déterminer à son véritable bien. Et non plus à d'autres choses qui ne sont pas forcément notre bien. Voilà, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs stades dans la liberté. Alors, la grande question, ce qu'on nous sort tout le temps à nous les philosophes, c'est la question du déterminisme. Est-ce que l'homme est déterminé? Bon, comme on est en synthèse, je vous la fais courte, non. L'homme n'est pas déterminé. L'homme est disposé, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est orienté, il est poussé, polarisé par tout un tas de choses. Ça peut être son histoire, ça peut être son psychisme, ça peut être sa culture, ça peut être sa société, ça peut être son éducation, ça peut être ses rencontres, ça peut être ses amitiés, ça peut être plein de choses. Et il est disposé. Mais, il faut le tenir parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du réalisme en fait. La personne n'est pas mue par ses dispositions. Elle n'est pas conditionnée par ses dispositions. Elle n'est pas déterminée par ses dispositions. Il y a un moment où la personne réellement choisit. Alors elle n'a pas le choix dans 15 milliards de choses, peut-être. Ça c'est vrai. On n'a pas tous le même choix possible. Il y a des personnes, c'est 2 choix pourris qui s'offrent à elles. Bon ben voilà, il faut choisir. Mais la personne reste libre à ce moment-là. Donc il faut bien comprendre la question du déterminisme, la question de est-ce que je suis déterminé, est-ce que je suis pas libre, est-ce que je suis libre. Il faut l'évacuer. Oui, on est libre dans la mesure où on envisage la question de la disposition innée de la volonté à se déterminer par soi-même et la disposition acquise à se déterminer par soi-même en vue de son vrai bien. Certaines personnes n'ont pas cette deuxième définition de la liberté en eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se déterminer par leur vrai bien en raison de tout un tas de dispositions qu'ils ont acquises et que l'on appelle en philosophie morale des vices. Un vice, c'est une disposition que vous avez acquise par répétition d'actes qui vous empêche de faire le bien et qui vous conduit en fait à faire le mal. C'est ce que dit Bergson. Alors là, je ne comprends pas à quoi ça correspond. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis dans votre question? Merci beaucoup. Donc voilà pour la question de la liberté. Donc l'activité de bonheur, elle doit nécessairement être libre. Il faut qu'elle soit libre, puisque ça fait partie de la nature même de la volonté d'être libre. Alors, il faut qu'elle soit libre, mais il faut aussi qu'elle soit intelligente. Il faut qu'elle sollicite l'intelligence. Et alors là, vous avez 2 activités possibles dans le bonheur. 2 activités possibles qui vont honorer à la fois l'intelligence et à la fois la volonté. Et, par effet de conséquence, qui vont rayonner sur l'ensemble de votre dimension, à savoir votre affectivité et puis votre
votre physiologie, enfin, votre corps. Donc, deux activités. La première, c'est une activité qui est de l'ordre intellectuel. C'est qu'il y a quelque chose dans votre activité d'intelligence qui va, dans votre activité d'intelligence, qui va honorer l'ensemble de vos dimensions et qui va constituer le bonheur. Cette activité, j'en ai déjà parlé, c'est ce qu'on appelle l'activité de contemplation. La contemplation, c'est une activité de l'être humain qui lui permet, au travers de ce qu'il observe, de ce qu'il ressent, de ce qu'il écoute, de ce qu'il vit, de ce qu'il comprend, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, la personne va être capable de saisir les causes les plus hautes dans ce qu'elle va vivre et expérimenter. Par un regard de l'intelligence, elle va être capable de remonter une chaîne causale très grande pour saisir souvent ce qu'on appelle les transcendantaux, c'est-à-dire les caractéristiques de l'être même, à savoir la beauté, le bien, la vérité. J'ai dit la beauté comme transcendantale, c'est en question, mais le bien, le vrai et l'unicité. En tout cas, ça c'est sûr. Pardon, la disposition innée de la liberté, en gros, c'est une sorte de loi naturelle. Oui, c'est une sorte de loi naturelle. J'aime pas le mot loi naturelle parce que on l'emploie à tort et à travers. Entendez loi naturelle comme une loi physique. Vous voyez, si je prends ce critérium, vous voyez, il y a une loi naturelle qui fait que dès que je le lâche, eh ben, elle tombe. Je préfère le terme physique de force. Vous voyez, il existe une force. Voilà. Eh bien, la disposition innée, oui, c'est une force naturelle. C'est-à-dire que dès lors que vous avez une volonté, eh bien, c'est constitutif de la volonté d'être disposé à se déterminer. Voilà. Donc j'étais en train de dire la contemplation. Voilà, la contemplation, vous posez un regard d'intelligence sur les choses et vous êtes capable d'en saisir la bonté, la vérité, la beauté, l'unicité. Et ce regard-là de l'intelligence, vous voyez, quand je vous le dis comme ça, en fait vous ne le faites pas. C'est très difficile de le faire. Pourquoi ? Parce que il nous faut des moyens pour pouvoir y arriver et souvent on les a pas. L'activité de contemplation, elle est la contemplation de la chose. Vous voyez, quand je vous parle de la contemplation, vous comprenez ce que c'est que la contemplation. Donc à la limite, on pourrait contempler le concept de contemplation. Mais bon, ça c'est une contemplation un peu aride et voilà. Mais vous voyez, quand on regarde par exemple les arbres, ou quand on regarde le ciel, quand on regarde les phénomènes météorologiques, quand on regarde n'importe quoi, une personne et tout ça, ou quand on écoute une musique, quand on goûte quelque chose, vous pouvez prendre plein de choses, vous pouvez véritablement contempler l'être même de ces choses-là. Et en tant que tel, ça c'est une activité qui comble l'homme. Alors, je vous demande pas, évidemment, de me croire, je vous demande de l'expérimenter. Parce que trop souvent, les personnes cherchent le bonheur dans d'autres choses très compliquées. Alors qu'en tant que tel, c'est très simple, le bonheur humain. C'est très simple, mais par sa simplicité, c'est très compliqué. Parce qu'il va falloir accepter d'être dans une attitude non captative de la réalité. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de maîtriser la réalité, je la reçois. Et dans la mesure où je la reçois, eh bien, je vais être capable de la goûter. Le mot sagesse, qui a donné aussi les activités de contemplation, le mot sagesse, eh bien, c'est s'appairer, goûter. Il faut goûter les choses. Est-ce que l'on peut contempler les villes ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, contempler une ville, contempler un film, contempler une œuvre d'art, contempler un objet technique. Vous avez des grandes contemplations. Par exemple, vous regardez un A380, vous pouvez partir en contemplation dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui est prodigieux dans cet être. Et qui est d'une telle densité au niveau de l'être que finalement, vous vous dites c'est merveilleux. Il y a quelque chose qui est nourrissant en fait dans la contemplation. Vous voyez, bon, il y a des contemplations qui sont quasiment mystiques, il y a des contemplations qui sont existentielles, il y a des contemplations qui sont métaphysiciennes. Un de mes amis m'a envoyé un message qu'il avait contemplé le concept de main en travaillant avec Husserl.
vous voyez, enfin, c'est très drôle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des degrés d'abstraction qui sont très très grands. Il y en a d'autres beaucoup moins. Vous prenez un agriculteur devant son champ, il peut rentrer en contemplation devant le champ qui est enfin en phase 2. Est-ce que la contemplation serait pas plutôt la contemplation de la nature? Eh ben, c'est une contemplation qui est, à mon sens, plus enthousiasmante, puisque la cause, vous ne la connaissez pas bien. Vous voyez, et c'est uniquement ça. Hein. C'est uniquement ça. C'est-à-dire que la cause, vous ne pouvez pas, comment dire, la cause de la nature, la saisir, elle est très compliquée. Elle est très compliquée. La cause de la ville, la cause d'une maison, vous pouvez la saisir un petit peu plus. Donc elle est plus facile. Vous voyez, elle est plus simple. Mais vous voyez, Platon parle des dégradations. Dans un premier temps, vous contemplez les corps, les beaux corps, vous voyez, de la nature, les corps naturels. Ensuite, vous contemplez les belles actions. Ensuite, vous contemplez les belles vertus. Ensuite, vous contemplez les beaux concepts. Ensuite, vous contemplez la beauté même. Vous voyez, c'est par des espèces de strates et tout, vous arrivez à des choses de plus en plus hautes. Ça me fait penser un peu aux moines bouddhistes qui cultivent l'instant présent par la méditation. Oui, alors à la différence d'une chose chez les moines bouddhistes, c'est que les moines bouddhistes visent l'anéantissement de l'ego. Or, dans la contemplation plutôt de philosophie grecque et philosophie occidentale, on est plutôt dans le fait de l'accomplissement de l'ego ailleurs de lui. Vous voyez, on est dans véritablement ce qui a donné comme mot le mot extase, se tenir en dehors. Vous voyez, on est happé par quelque chose qui est autre que nous et qui nous nourrit très mystérieusement. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est une activité qui honore à la fois la volonté et l'intelligence. Vous voyez, l'activité de contemplation, elle honore le fait que l'homme est un animal raisonnable. La deuxième activité, elle va honorer le fait que l'homme est un animal politique. On va y arriver. Il y a d'autres questions. La contemplation permet de connaître les vraies causes ou des hypothèses sur les causes. Ah, le but, c'est d'arriver aux vraies causes. Dans un premier temps, ça va être des hypothèses. Dans un premier temps, vous allez vous foirer. Dans un premier temps, vous allez essayer des trucs. C'est-à-dire, on le voit bien, vous voyez les premiers Grecs qui essayent de comprendre la nature à partir des premiers éléments. Thalès qui dit, quand je regarde une chose, toutes les choses, c'est de l'eau. Bon, il fait une hypothèse, vous voyez, et il voit quelque chose de l'eau dans toutes les choses. L'aspect mobile. Mais bon, c'est pas l'eau au sens de l'eau, quoi. Enfin, voilà, ça pose problème, vous voyez, c'est pas de l'eau. Et petit à petit, par hypothèse, vous allez essayer d'avancer, et petit à petit, vous allez saisir les choses. Vous voyez, mais il faut du temps. C'est-à-dire que la contemplation n'est pas une activité qui est simple parce que, en fait, elle demande un peu d'exercice. Alors ensuite, vous ne comprenez pas la différence entre, je pense, le bouddhisme et puis la contemplation. Le bouddhisme ne vise pas l'accomplissement personnel. En fait, le bouddhisme, qui est issu de l'hindouisme, considère qu'il y a une vaste illusion. C'est le fait de croire que les choses existent de manière singulière. Alors qu'en fait, elles n'existent pas de manière singulière. Tout est tout. Vous voyez ? Et donc, le but des méditations, et le but du présent, c'est de la méditation sur l'instant présent, c'est le fait de déterminer que le moi n'existe pas. Et donc, il n'a pas d'avenir et il n'a pas de passé. Il n'a pas de sensation, il n'a pas de pensée libre, il n'a pas de pensée individuelle. Le but est de rejoindre quelque chose qui dépasse toutes les singularités. La philosophie occidentale, c'est l'inverse. C'est l'accomplissement de la singularité dans la réception du réel. Vous voyez, l'ego n'est pas magnifié comme étant à l'origine du réel. Donc ça, en ce sens-là, on pourrait dire qu'il y a un parallèle avec le bouddhisme. Mais par contre, il se retrouve lui-même dans la contemplation de ce réel-là. Est-ce que le terme de jouir convient à la contemplation ? Oui. Oui, le mot jouir en français est pas bon parce que il peut s'entendre de jouir de, c'est-à-dire user de quelque chose, et jouir au sens de profiter et de manière passive. Le mot contemplation
la contemplation en tant que telle entraîne une certaine jouissance. Il y a une résonance affective et une résonance passionnelle de l'activité de la contemplation. Mais à proprement parler, on ne peut pas parler de jouir comme étant l'activité de contemplation. Quand vous contemplez, vous ne jouissez pas. Par contre, la contemplation entraîne une certaine jouissance. Donc comment alors oui, pour la question des causes, comment on peut être sûr que ce sont des vraies causes? Ah ben là justement, c'est la confrontation aux effets. La confrontation aux effets, et puis voilà, et puis il faut être bien certain que plus vous allez être dans le confus et dans le commun, plus vous allez avoir une certitude grande, plus vous allez être dans la singularité, dans le particulier, plus vous avez de chances de vous tromper, quoi. Donc voilà. Je vois qu'après ça discute du bouddhisme et tout. Je continue un petit peu à avancer quand même sur la question de l'animalité politique. On a honoré la dimension rationnelle de notre nature. Il faut maintenant honorer la dimension politique. Le bonheur est une activité dans le sens où c'est une contemplation, on l'a vu d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue politique, c'est une amitié, c'est un amour. Nous avons une capacité très étonnante. C'est très étonnant quand on regarde l'être humain, il est très étonnant là-dessus. À investir notre relation à l'autre et à considérer l'autre comme étant à la fois un bien pour nous et comme étant susceptible d'obtenir un bien. Et ça, vous voyez, c'est particulier en fait à la nature humaine. L'autre est à la fois un bien, et donc à ce sens-là, l'autre peut être contemplé. Il peut y avoir une contemplation de l'ami. Mais en plus, l'autre est susceptible d'être accompli dans une activité de contemplation ou d'autre chose. Et ça, vous voyez, c'est le propre de l'amitié qui se définit comment? L'amitié, ça se définit comme un amour de mutuelle bienveillance. Amour de mutuelle bienveillance. Dans l'amitié, il y a une bienveillance, c'est-à-dire qu'on se veut, on veut à l'autre un bien. On veut à l'autre un bien. Et comme il y a une mutualité de bienveillance, eh bien justement, il y a une espèce d'émulation, de cercle vertueux, pardon, pas vicieux justement, de cercle vertueux. L'amitié, c'est la relation, un amour de mutuelle bienveillance. Et alors le bien que vous allez vouloir à l'autre, ce n'est pas votre bien, c'est le bien de l'autre. Et donc vous allez vouloir tout ce qui peut lui permettre, d'être heureux. Et donc à ce moment-là, le bonheur sera une activité, toujours, volontaire, à nouveau, libre, encore une fois, qui va tout mettre en œuvre pour que la personne soit capable de contempler. Vous voyez? Donc, à proprement parler, c'est pas l'amitié en tant que telle qui est le bonheur. C'est l'activité au sein de la relation d'amitié qui est le bonheur. Alors, je vois des questions, pardon. Si c'est l'amitié, alors pourquoi le bonheur ne peut-il pas être une relation? Mais justement, non, parce que le bonheur n'est pas l'amitié à proprement parler, il est l'activité au sein de l'amitié. Il est l'activité où je mets mon agir au service de la contemplation possible de l'autre. Et vous voyez, ça peut être par exemple, vous êtes en train de discuter avec votre ami, vous discutez avec lui, et là, il y a quelque chose qui se passe, une espèce d'alchimie qui est en train de se passer. Par votre action, vous contribuez en fait à une espèce d'unité autour de la contemplation. Il faudra faire un jour une vidéo conférence consacrée à la contemplation. Oh là là, si vous saviez, mais évidemment, c'est un de mes souhaits. Plus une conférence, j'aimerais bien. Mais ça intéresserait 3 pelés et 4 tondus, mais ce serait quand même drôle à faire. Voilà, je pense que c'est très important à faire. Dans l'amitié, l'autre est à la fois l'objet de ma contemplation et à la fois l'objet de mon action en vue du fait qu'il puisse contempler. Et il y a une réciprocité là-dedans.
dans les véritables amitiés. Là où l'amitié devient bancale et donc n'est plus amitié, c'est qu'il n'y a plus, c'est dans les relations où il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de mutuelle bienveillance. Et donc l'amitié, c'est le fait de vouloir à l'autre l'amitié. Le bonheur dans l'amitié, c'est le fait d'agir de telle sorte que l'autre puisse obtenir le bonheur. Sauf que, donc on l'a dit, hein, le bonheur, l'activité de contemplation, l'activité qui contribue à la contemplation dans une mutuelle bienveillance. Sauf que, pour pouvoir arriver à ça, il est nécessaire de prendre des bons moyens. Parce que si vous n'avez pas ces moyens-là, vous ne pourrez pas, c'est terrible, hein, mais vous ne pourrez pas être heureux. Et là, c'est une sagesse en fait bien ancienne, qui a plus de 2000 ans, qui a énormément étudié ces questions-là. Comment on peut être heureux? Quelles sont les choses à acquérir dans notre vie pour pouvoir être heureux? Et ça, c'est ce qu'on appelle les dispositions intérieures. La disposition intérieure, ou puissance intérieure, force intérieure, en latin ça donnait virtus, la vertu. Virtus c'est la puissance, la force, la vertu. Ce sont des dispositions à acquérir par répétition d'actes. Il faut être capable d'acquérir par répétition d'actes des dispositions intérieures de telle sorte que en moi rien ne fasse obstacle à la contemplation et à l'amour de mutuelle bienveillance. Et ça, vous voyez, j'en ai parlé, je vous ai fait les lancements de semaine pour ça, les vidéos sortir de l'esclavage pour ça, où finalement il faut sortir de l'esclavage avec 4 vertus clés qui vous ouvrent tout un tas d'autres vertus. La première vertu, elle vise à vous donner la capacité d'investir votre énergie d'action, votre énergie de colère, et c'est ce qu'on appelle la force. Si vous n'êtes pas capable d'être fort, vous ne pourrez pas contempler et vous ne pourrez pas agir dans l'amitié. Ce n'est pas possible. La deuxième chose, une fois que vous avez cette vertu de force qui vous permet d'investir votre énergie et de supporter les obstacles et les difficultés qui vont vous empêcher d'arriver à votre fin, eh bien il va falloir modérer votre désir des plaisirs. Parce que vous avez un désir du plaisir qui est très fort. Et c'est normal. Eh bien ça, malheureusement, il va falloir apprendre à faire en sorte que ce désir-là des plaisirs ne soit pas celui qui décide. C'est-à-dire que c'est bien d'en avoir un, il faut le garder, ce désir-là, il est très bien, mais par contre, il ne faut pas qu'il prenne le pas sur ma volonté. Et ça, c'est ce qu'on appelle la tempérance. Ensuite, il va falloir disposer mon intelligence de telle sorte que je sois capable de bien choisir quels vont être les moyens pour pouvoir contempler. Et l'acquisition de la vertu aussi. Quels vont être les bons moyens pour l'acquisition de la vertu? Alors là, ça nous évite d'être extrême dans notre activité, ça évite d'être tyrannique, ça nous évite aussi d'être trop monégasque. Et donc là, dans ces cas-là, en prudence, il va falloir envisager ce qui est bon et ce qui est mauvais. Enfin, la dernière, c'est la vertu qui honore l'amitié. À proprement parler, c'est la question de la justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est-à-dire que dans l'amitié, le bien que je dois à l'autre, que je veux pour l'autre, la contemplation que je veux pour l'autre, eh bien c'est selon une certaine modalité. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui lui sont dues, il y a certaines choses qui ne lui sont pas dues. Et donc je ne dois pas me sacrifier pour cela. Bref, il y a tout un tas d'actes. Et puis ensuite, pour l'activité, ça c'est pour l'activité, du bonheur de manière générique. Et ensuite, pour l'activité de contemplation même, on l'a vu, c'était l'intelligence des principes, remonter aux principes rationnels. La science, savoir, pour bien déterminer quelles sont les vraies causes, vous voyez ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut être capable de démontrer les choses. Et puis, l'activité de sagesse, la contemplation à proprement parler, c'est-à-dire être capable de saisir les choses dans leurs causes les plus hautes. Et ça, c'est une activité où il faut s'exercer. Si vous ne vous exercez pas, ça ne marchera pas. Voilà un petit peu pour la finalité et les moyens. À proprement parler, les moyens passent un peu plus rapidement parce que c'est un peu moins le programme de cette synthèse. Il reste une chose, ce qu'on a appelé comment on peut qualifier résultat.
un acte, selon qu'il est bon ou selon qu'il est mauvais. La question du bien et du mal. Puisque maintenant qu'on a compris quelle était la finalité qu'on visait, quels étaient les moyens qu'on allait prendre pour l'avoir, eh bien, il est nécessaire de savoir comment je peux dire que ce moyen-là, il est bon, ce moyen-là, il n'est pas bon, ce moyen-là, il est je sais pas trop, et ainsi de suite. Donc là, on va envisager, dans cette dernière partie, les critères de qualification de l'acte humain. Alors, il y a des questions. La contemplation peut-elle être une sorte d'hystérie ou d'excitation liée à une passion, exemple le foot? C'est une bonne question. Alors, je pense pas par rapport à l'excitation et l'hystérie. Souvent, l'hystérie nous fait perdre la contemplation. Comment dire? La contemplation, quand ça arrive, la contemplation, vous avez le sentiment, c'est comme si vous étiez en train de manipuler, vous savez, une boule en verre très 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 fin. Et en fait, il y a une espèce d'attention intérieure, il y a une espèce d'acuité et d'attention intérieure, et ça, en fait, ça exclut un peu toute l'hystérie et toute l'excitation. Là, quand on parle d'hystérie et d'excitation, notamment pour le foot, on est sur une joie un peu grégaire, proche du jeu, vous voyez, qui est d'ailleurs une analogie avec la contemplation, hein, donc c'est possible. Mais à proprement parler, la présence d'hystérie et d'excitation au sein de l'activité de contemplation, elle me paraît très étonnante. Voilà. Alors comment on qualifie moralement un acte? C'est-à-dire on dit cet acte il est mauvais, cet acte il est bon. Eh bien vous avez trois critères de qualification de l'acte moral. La première chose, c'est l'intention. Vous regardez, je me suis trompé, excusez-moi, vous voyez, je commence à fatiguer là. Ce n'est pas du tout l'intention. La première chose à regarder, c'est l'acte en lui-même. Parce que si je dis d'abord l'intention, je suis chez Kant, donc ça va pas du tout. Donc justement, dans la philosophie réaliste, la première chose à regarder, c'est l'acte. Le plus important, c'est l'acte. C'est-à-dire, est-ce que l'acte, en tant que tel, vous coupe de votre finalité? Est-ce que l'acte vous dézingue au niveau des moyens? Est-ce que l'acte vous désintègre intérieurement? Vous voyez, c'est trois choses à regarder. Est-ce que l'acte en tant que tel me coupe de la finalité? Est-ce que l'acte en tant que tel me coupe des moyens potentiels pour l'obtenir, cette finalité-là? Ou est-ce que l'acte en tant que tel me désintègre intérieurement? Et alors ça, vous voyez, c'est pas facile. Parce que il y a des actes, vous voyez, par exemple, quand je sais pas, je suis en relation avec quelqu'un, ça se passe hyper bien et tout ça. Voilà, je suis hétérosexuel avec une jeune femme, ça se passe hyper bien et on est dans une amitié et il y a une contemplation mutuelle, enfin bon bref, c'est une amitié qui s'ambiguïtise, vous voyez, si ça existe d'ailleurs. Et là, à un moment, mon désir prend le pas sur ma volonté, dans la mesure où c'est normal d'avoir du désir peut-être pour cette personne-là, mais c'est lui qui me commande une action. Et ce n'est plus ma volonté qui est capable de dire « je choisis de faire cela ». Et bien à ce moment-là, en fait, je me coupe de la contemplation. Et je fais un acte qu'on appelle intempérant. Et donc, l'activité même, il va falloir regarder si elle est bonne ou si elle est mauvaise, dans la mesure où elle me coupe de la contemplation ou de l'amitié, elle me coupe des moyens pour l'obtenir, ou elle me désintègre intérieurement. Quand elle me désintègre intérieurement, vous voyez, c'est par exemple... oui, le fait de tuer quelqu'un. Le fait de tuer quelqu'un, quoi qu'on en dise, même s'il y a des circonstances, on va le voir, hein, la circonstance, l'intention et tout ça, il y a des circonstances atténuantes. Le fait de tuer quelqu'un, d'ôter la vie à quelqu'un, en fait, ça désintègre en nous quelque chose parce que on en vient à nier le fait que l'autre avait une dignité humaine et donc je n'avais pas le droit en fait d'atteindre à cette dignité humaine-là. Si je n'ai pas le droit d'atteindre à cette dignité humaine-là, ça veut dire que d'autres peuvent atteindre à ma dignité. Donc je broie quelque chose en moi, vous voyez, il y a quelque chose qui se retourne contre moi. Bon, c'est un peu complexe, mais c'est pour que vous compreniez bien que l'acte en lui-même porte une détermination morale, c'est-à-dire est-ce que c'est bon dans la mesure où relativement à la fin, relativement au moyen, est-ce que c'est bon? Relativement à la fin, au moyen, et est-ce que je suis? L'intention. L'intention, eh bien, je peux très bien faire des actes qui matériellement sont sont bons, pardon, mais avec une intention mauvaise, ou matériellement sont mauvais, mais avec une bonne intention.
nombre de fois où ça arrive, vous savez, où il y a des personnes qui disent ouais, mais c'était absolument pas ce que je voulais, oh là là, mais il y a des conséquences terribles, voilà, mais c'était absolument pas ce que je voulais. Oui, mais en tant que tel, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, voilà l'acte qui a été posé, indépendamment de l'intention qui a été posée. Alors, l'intention mauvaise, c'est-à-dire que cette intention ne vise pas la finalité véritable et ne vise pas les moyens véritables et ne vise pas à honorer ma personne. Elle vise autre chose. C'est-à-dire que je vise ma propre satisfaction au détriment de quelqu'un d'autre, par exemple. Ou je vise la domination de l'autre indépendamment, ou la domination de la nature, vous voyez, indépendamment de son bien propre. Vous voyez. Voilà, c'est une mauvaise intention. Souvent on fait de la moraline, moi j'aime pas trop ça parce qu'on comprend pas bien ce que c'est, mais on dit voilà, dès que vous donnez de l'argent à quelqu'un qui est dans la rue, est-ce que vous le faites avec une bonne intention ou avec une mauvaise intention, est-ce que voilà, ça il faut que vous évacuez ça de votre tête. C'est-à-dire qu'on a cru que la bonne intention elle était forcément désintéressée. C'est faux. La bonne intention elle est par essence intéressée. Celui qui fait quelque chose avec une bonne intention, il le fait en vue de son bonheur, en vue des bons moyens, donc en vue de l'amitié ou de la contemplation, en vue des bons moyens qui y mènent, et en vue de son accomplissement personnel. C'est-à-dire que croire qu'un acte est mauvais parce que la personne est heureuse, c'est complètement débile. C'est-à-dire croire que parce que la personne y trouve un certain bonheur, et ben en fait c'est complètement débile. C'est-à-dire qu'on n'accuse pas le lion, vous voyez, de quand il bouffe un antilope, de trouver ça bien. On ne dit pas c'est un acte mauvais puisqu'il y éprouve de la joie. Non, pas du tout. Donc arrêtons de mettre un soupçon parce que simplement parce que vous avez aidé quelqu'un, vous êtes heureux de l'avoir fait, c'est un acte mauvais. Non, c'est pas vrai. Et même d'ailleurs, si vous avez fait cet acte-là d'aider l'autre parce que vous cherchez à être heureux dans cet acte-là altruiste, c'est un bon acte. C'est pas un mauvais acte. Sinon, ça c'est de la moraline, vous voyez, post-chrétienne, un peu débile qu'ancienne. Je rajoute tous les adjectifs qu'il faut. Mais voilà, vous évacuez ça. Voilà. Si vous voulez comprendre ce que c'est que comment on gère sa vie, faut évacuer ce genre de truc. Donc l'intention. Et ensuite, vous avez les circonstances. Les circonstances de l'acte. Alors les circonstances de l'acte, là, il faut bien que vous compreniez que il y en a 8. Il y en a 8. Vous devez envisager, dans l'acte que vous posez, si le temps dans lequel vous le faites est bon. Mais si c'est le bon moment de le faire. Je sais pas, vous avez envie de dire à quelqu'un ses défauts pour l'aider, parce que vous êtes un ami très sympathique qui veut aider son copain. Mais le problème, c'est que cette personne elle est en pleine dépression. Et en fait, quand vous lui dites ces 4 vérités, ça le fait s'effondrer totalement. Bon, ça c'est une circonstance. Vous avez beau avoir une bonne intention et votre acte n'est pas forcément mauvais, malheureusement, le temps n'était pas le bon, et donc ça fait que votre acte est mauvais, devient mauvais par excellence parce qu'il détruit l'autre. Bon, le lieu c'est pareil. Je sais pas, vous avez envie d'exprimer votre amour charnel auprès de la personne que vous aimez par excellence, et voilà. Bon, je sais pas, au milieu du parc public, c'est peut-être pas forcément la bonne idée. Voilà. Il y a la manière de faire, la manière d'agir. Alors ça, souvent, on l'oublie un peu, la manière d'agir. C'est les personnes qui vont vous dire, il y a la forme, il y a le fond et il y a la forme. Et de fait, il y a le fond et il y a la forme. Et la forme, parfois, va dézinguer le fond. La personne aura beau faire quelque chose qui matériellement est bon, qui a une bonne intention, malheureusement, la manière d'agir sera mauvaise. Et la manière de faire sera mauvaise. Vous avez envie de dire « je t'aime » à quelqu'un, l'intention est bonne, voilà, l'acte en lui-même peut être bon, c'est le fait de dire « je t'aime », sauf que la manière de faire, c'est « je t'aime, hein, tu sais, hein ». Ah oui, là, malheureusement, ça porte pas les effets que vous vouliez, et c'est pas forcément un bon acte. Ensuite, le pourquoi. Le pourquoi, c'est la finalité que l'on va viser. La finalité que l'on va viser, je peux vous assurer que c'est compliqué à distinguer de l'intention. On n'y reviendra pas. Enfin, voilà, il faudrait un cours entier pour ça. Voilà. Mais le pourquoi, voilà. Il y a le qui fait l'acte. Vous voyez, un président de la République qui chantonne juste après avoir fait son allocution où il a dit globalement aux Français,
laissez tomber, je vais rien changer, je m'en fous de ce que vous dites, et ben ça passe moins bien que quand c'est un jeune qui chantonne dans la rue tranquillement, vous voyez. Le président s'attend à autre chose. Le qui, voilà. Les moyens mis en œuvre, les moyens peuvent être des circonstances en tant que telles. C'est-à-dire que j'ai envie d'aider quelqu'un, ou mieux, je vous donne un exemple. J'avais un de mes amis, je vous ai déjà donné cet exemple, qui pour me faire plaisir, le jour de mon anniversaire, avait décidé de m'organiser une partouze. C'était très mal me connaître, c'est absolument pas quelque chose qui aurait pu me faire plaisir. Et donc, lui, son intention était bonne. Son acte en tant que tel, bon, moralement, ça peut être un peu répréhensible, mais voilà, bon, voilà. Mais par contre, le moyen pour arriver à sa fin était naze. Enfin, c'est-à-dire qu'il avait voulu me faire plaisir, c'était vraiment un des pires trucs pour pouvoir le faire. Donc, résultat, il était tout penaud quand je lui avais dit, bah oui, non, il vaut mieux pas m'organiser ce genre de truc parce que ça va pas me faire plaisir. Donc voilà. Et ensuite, il y a le au sujet de quoi et l'effet de l'acte. Quelles sont les conséquences de l'acte? Les conséquences. Ça va vous permettre, vous voyez, donc, l'acte lui-même, l'intention, les circonstances, d'essayer de savoir, de mesurer un petit peu si cet acte est bon ou il n'est pas bon. Voilà, écoutez, j'ai 5 minutes de retard, je suis désolé de vous avoir pris autant de temps. Est-ce qu'il y aurait des questions? Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que je viens de dire? Le but étant de simplement faire une véritable synthèse. Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller, donner ton avis, bah tu peux commenter, rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Laisse-toi aller, donner ton avis.